Fond de Latte. L'histoire d'aujourd'hui raconte un crime, mais beaucoup plus que ça. Une tuerie. Un quadruple meurtre commis durant l'été 1997 à Ouans, en Belgique. Une mère et ses 3 filles abattues comme des bêtes. Pour des raisons, vous verrez, assez ténues, qui ont à voir avec l'ego, avec la possessivité et avec l'emprise. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Début juillet 1997, Philippe Tellier, qui habite Ouans, à l'est de la Belgique, prend la route du sud de l'Espagne, la route des vacances au soleil, direction Dénia, dans la province d'Alicante, près de Benidorm. Philippe et sa femme Geneviève ont une maison de vacances, là-bas. Et lui, il est parti en avance pour préparer la maison, le ménage, le jardin et tout ça. Il est prévu que sa femme et leurs 3 filles le rejoignent dans les jours qui viennent. Le 7 juillet, vers 15h30, Philippe appelle sa femme en Belgique. Allô? Allô, oui? Qui est à l'appareil? C'est Rémi? Ah, Rémi. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Dis-moi, tu peux me passer Geneviève? Désolé Philippe, je suis tout seul à la maison. Bon, d'accord, Rémi. Écoute, elle a dû s'arrêter, faire une course en rentrant du boulot. Hein? C'est pas grave, je rappellerai. Rémi, c'est le petit ami de leur fille aînée, Vinciane. Depuis quelques mois, il vit avec eux. Une demi-heure plus tard, nouvelle tentative. Et cette fois, c'est occupé. Philippe rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, toujours occupé. Et Geneviève ne l'appelle pas non plus. Et maintenant, il est 21h et... il y a un problème. Philippe décide alors d'appeler son beau-frère à la rescousse. Ouais, François. Écoute, je comprends pas ce qui se passe. Je tente de joindre Geneviève depuis le début de l'après-midi. Ça sonne occupé tout le temps. Tu voudrais bien aller voir s'il y a un problème à la maison? Oui, ok, j'y vais. Et je te rappelle, hein? À tout à l'heure. Le beau-frère François arrive chez les Tellier vers 21h30 avec sa femme. Ils font le tour de la maison, les portes, les volets, tout est fermé. Il n'y a que la baie vitrée du salon qui permet de voir à l'intérieur. Et regarde, ça m'étonne pas que ça sonne occupé, regarde le téléphone. Il est décroché, là. Alors le beau-frère et la belle-sœur rappellent Philippe. Écoute, tout est fermé, les volets, les portes... on a juste vu par la porte-fenêtre du salon que le téléphone est décroché, donc c'est pour ça que ça sonne occupé, évidemment, quand t'appelles. Hein. Ok, ça explique le téléphone occupé, mais pas l'absence de Geneviève. Philippe explique alors à son beauf où il planque un trousseau de clés, en lui demandant d'aller voir dedans s'il y a un problème. Le beau-frère et la belle-sœur trouvent la clé, ils entrent dans la maison, personne. Le beau-frère monte à l'étage. Tiens, les chambres de Vinciane et de Laurence, 2 des filles de la maison, sont fermées à clé. Vinciane! Laurence, c'est François! Si vous êtes là, ouvrez! Pas de réponse. Là, pour le coup, c'est inquiétant. Alors le beau-frère rappelle Philippe. Écoute, il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est... Les chambres de Vinciane et de Laurence, elles sont fermées à clé. Et Geneviève est pas là? Non, il y a strictement personne. Le beau-frère raccroche, et il décide d'aller voir à la cave. Il ouvre la porte. Oh, Geneviève allongée sur le ventre dans une mare de sang, avec une étrange serpillière sur le dos et sur les cuisses. Philippe, on a retrouvé Geneviève, elle a fait un malaise dans la cave, donc il faut que j'appelle le médecin, je raccroche. D'accord. Rappelle-moi vite, hein, pour me tenir au courant. Les pompiers et la police arrivent sur place. Bonjour messieurs. Bon, ça se passe à la cave, mais quand même, je veux vous signaler que par ailleurs, à l'étage, les portes des
Tes 2 enfants sont fermés à clé. Les policiers montent à l'étage. Ils défoncent la première porte. Et ils tombent sur 2 cadavres d'adolescentes. Vanessa et Laurence, les 2 cadettes de Philippe et Geneviève Tellier. Oh putain. Elles ont été tuées par balle, hein. Le corps de Laurence est à moitié dénudé, les jambes écartées. Ça, à mon avis, la tâche, là. Ça, c'est du sperme, hein, ça. Manifestement, Laurence a donc été violée. Le corps de Vanessa, elle, lui, est sur le dos, le bras droit relevé au-dessus de sa tête, comme si elle avait essayé de se défendre. Bon, ben, on va voir à côté. Je crains le pire, hein. Même terrible spectacle dans la 2e chambre. Vinciane, la fille aînée des Tellier, allongée sur le ventre, avec une flèche plantée dans le dos, une flèche qui la transperce de part en part et qui ressort au niveau du cœur. Ça, si tu veux mon avis, c'est une flèche d'arbalète, hein. Vinciane ne porte qu'un bas de survêtement. Elle a pris, en plus de la flèche, une balle dans la nuque et une autre dans la tempe. Et là, regarde encore, là, sur les draps. Ça, je pense que c'est aussi une tache de sperme, hein. Bon, eh ben voilà. Il est 23h, et dans le sud de l'Espagne, Philippe, seul, attend des nouvelles de sa famille. Et il va falloir lui dire que sa femme et ses 3 filles ont été tuées. Vous inquiétez pas, monsieur, hein. On va s'en charger. Ça fait partie de notre travail. Les policiers appellent ça le sale boulot. À l'autre bout du fil, évidemment, Philippe est crucifié par la nouvelle. Il décide de rentrer par le premier avion. Il y a un détail que je ne vous ai pas encore rapporté. Sur le corps de Vinciane, sur la plante de ses pieds, il y a comme un message écrit au feutre. « Tu m'as rendu fou. » C'est signé R. C'est qui ça, R? Et les policiers trouvent un autre message du même type en bas, dans la cuisine, sur le panneau Velleda qui sert à noter les listes de courses. « Je suis devenu complètement fou à cause de votre fille aînée. » Et c'est encore signé R. Dites, monsieur, on a là une signature, là. R. Vous voyez qui ça peut être, vous, R? Ben, c'est peut-être Rémi. C'est le petit ami de Vinciane. Il vit là depuis quelque temps. Rémi. Rémi qui, comme par hasard, a répondu à l'appel de Philippe Tellier dans l'après-midi. Bon, je te donne une identité. Dis-moi si la personne est au fichier. Rémi Lecrenier. Lima, Echo, Charlie, Roméo, Echo, November, India, Echo, Roméo. Un instant. Négatif, hein, il n'est pas au fichier. En pleine nuit, les policiers belges débarquent chez la mère de Rémi Lecrenier. Ah non, il n'est pas là. Vous savez, il n'habite plus là. Il habite chez sa petite amie, Vinciane. On est au courant, merci madame. Il a fait quelque chose? Oui, c'est possible, mais je peux rien vous dire. Le lendemain, les policiers interrogent les amis de Rémi, notamment ceux qu'il fréquente dans son club de karaté. Ils ne savent pas où il est. Mais l'un d'entre eux dit qu'il a vu Rémi avec Vinciane le jour du drame. Ah mais il était au centre équestre où Vinciane, elle s'entraîne. Je les ai vus, ils étaient ensemble. Bon ben, disons les choses clairement. Rémi Lecrenier est en fuite. 2 jours après le crime, un mandat d'arrêt international est lancé. Les obsèques ont lieu le vendredi 11 juillet, 4 jours après le drame. C'est un moment absolument bouleversant. 4 cercueils côte à côte. Une maman et ses 3 filles. Et cette peur que personne n'ose formuler à voix haute, mais qui est présente dans toutes les têtes. Oh ben, faudrait pas qu'il arrive en pleine obsèque, hein.
pour terminer le massacre, merci. Il ne vient pas, évidemment. Mais tous ceux qui le connaissent ont peur. Peur de le croiser. Peur qu'il tue d'autres personnes. En attendant de mettre la main sur Rémi Lecrenier, les policiers s'interrogent sur le mobile de ce quadruple meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé entre Rémi et la famille Tellier pour qu'il en arrive là? Bon, voilà tout ce que j'ai pu trouver en faisant le tour des proches de ce Rémi Lecrenier. D'abord, bon, vous avez remarqué la différence d'âge, je suppose. Elle avait 23 ans. Et lui en a 28, donc ça nous fait 5 ans de différence. Alors évidemment, aujourd'hui ça compte pas, mais ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Donc elle avait 15 ans, un peu lui 20. D'après ce qu'on m'a dit, ils se sont rencontrés dans un club de karaté. Bon, elle est tombée red dingue de lui, d'après ce qu'on me dit, dès qu'elle l'a vu. Du coup, elle venait assister à ses entraînements au karaté. Et voilà donc comment elle est tombée dans les bras de ce garçon, malgré la différence d'âge, hein. Et tout de suite, ils se mettent en couple. Donc elle a donc 15 ans, et lui 20 ans. Et ensuite, les policiers se demandent s'il y a quelque chose dans la vie de ce garçon qui puisse expliquer ce carnage. Cet énorme pétage de plomb. 4 meurtres. Tuer une personne. Pourquoi pas? Mais en tuer 4 d'affilée, c'est autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce gamin, son enfance et tout ça? Écoute, milieu modeste, hein, beaucoup plus modeste que les Tellier. Quand même, oui, j'ai noté un événement assez traumatisant qui remonte à ses 10 ans. Son père est retrouvé mort noyé dans la Meuse. Donc il est éduqué par sa mère, avec quand même le soutien de ses grands-parents et notamment de son grand-père. On me dit que son grand-père l'a toujours beaucoup gâté. Et pour vous donner un exemple, le jour où le gamin a eu son permis, le papy lui a offert une Golf GTI. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, une Golf GTI, c'était le nec plus ultra. Les relations avec les parents Tellier, notamment vu la différence d'âge, pas bonne, hein. Comme tu t'en doutes, faut se mettre à la place du père et de la mère qui ont une ado de 15 ans qui tombe dans les filets d'un type de 20 ans. D'autant que d'après ce qu'on me dit, l'autre c'est une couleuvre, quoi. Hein. Il fait pas vraiment d'études, il a pas vraiment de travail, c'est une feignasse, tu vois. Il y a que le sport qui l'intéresse. Et donc, oui, t'as raison, si j'ai bien compris, ça se passait pas bien avec le père Tellier. Et lui, Rémi, du coup, il avait peur que Vinciane le quitte sur pression des parents, tu vois. Et donc, quitter Vinciane, ça voulait dire aussi quitter les Tellier. Et quitter, ça je pense que c'est un truc assez clé dans l'affaire, la maison. La maison qui est super confortable et le train de vie des Tellier qui est assez bourgeois. Et donc, le gamin, il s'accrochait, quoi. Et du coup, d'après ce que racontent les amis, la relation avec Vinciane s'est tendue. Il s'est mis à la soupçonner de chercher un autre mec, plus jeune, et de son milieu. Et donc les amis disent qu'il est devenu possessif, et assez tordu avec elle. Un jour, il lui a carrément volé sa plaquette de pilule. Je sais pas, peut-être qu'il voulait qu'elle tombe enceinte pour la garder. Enfin, c'est ce que je me dis. Sauf qu'à côté, lui, il n'est pas fidèle du tout. Lui, il batifole. Les policiers découvrent qu'il avait une maîtresse, figurez-vous, qu'il a fini par mettre enceinte, et il est devenu papa. Tout ça en poursuivant sa relation avec Vinciane, tout en étant maladivement jaloux de Vinciane. C'est ça, le contexte de ce quadruple meurtre. Et puis à un moment, elle en pouvait plus, quoi. Elle allait avoir 20 ans, elle venait de rentrer à l'école d'infirmière. Et donc, il y a 3 ans, elle a rompu avec lui, quoi. D'accord. Et lui, comment il a réagi? Mal, bien sûr. Ce qui était quand même gonflé de sa part, parce qu'à côté de ça, il était... Je sais pas si vous êtes au courant, il était devenu papa. Mais bon, donc il l'a mal pris et il a commencé à la harceler, il la suivait partout. Il passait carrément plusieurs fois par jour devant chez elle en moto. Hein. Et ça a duré comme ça 2 ans. Et lui, il revenait tout le temps à la charge. Et voilà, quoi.
Et puis, au bout de 2 ans, il a gagné. C'est-à-dire que Vinciane, elle s'est remise avec lui en nous disant, il a changé, il est différent et tout ça, quoi. Et maintenant, elle est morte à cause de ce connard. La meilleure amie de Vinciane raconte qu'au début, les parents n'étaient pas au courant que leur fille était revenue avec Rémi. Elle n'a pas osé le leur dire. La meilleure amie raconte aussi une drôle d'histoire qui remonte à l'année dernière, lors de vacances au ski à Avoria. On skiait ensemble, tous les trois. Et puis à un moment, Rémi, il a voulu faire une piste noire, mais un truc vraiment vertical, quoi, un mur. Moi, je lui ai dit, j'y vais pas. Hein. Et Vinciane, elle a dit pareil. Elle lui a dit, t'y vas tout seul. Et là, il s'est énervé, et il lui a carrément donné l'ordre, on peut pas dire différemment, l'ordre d'y aller, quoi. Genre, tu discutes pas. Et donc, elle l'a suivi. Et après, le soir, on en a parlé avec Vinciane, toutes les deux. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as suivi? T'avais peur de lui? Et là, elle m'a dit, oui, j'avais peur. Elle raconte aussi qu'à la même époque, Rémi a fait graver une balle au nom de Vinciane. Et quand je dis une balle, je dis pas une balle de tennis, hein, une balle de pistolet. Et il lui aurait dit, si tu me quittes, c'est pour toi. Et ça, il l'aurait dit plusieurs fois. Et ensuite, il se serait fait graver une balle à son nom à lui, Rémi, en lui disant en gros, si tu me quittes, je te tue, et je me tue après. Ce qui amène à ce stade de l'enquête à se poser une question, puisqu'il a disparu, est-ce qu'il ne se serait pas suicidé ? Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, Philippe Tellier, le père, qui ne sait rien de tout ça, commence à faire des efforts pour accepter Rémi dans la famille. Et leur relation s'améliore. Jusqu'à ce qu'à Noël 1996, les Tellier acceptent que Rémi s'installe avec Vinciane à la maison. Et d'après les amis, au début ça se passe bien. Chacun met de l'eau dans son vin. Rémi a gagné sa place dans la famille Tellier. C'est à se demander d'ailleurs si ça n'était pas sa priorité, son projet profond, mettre un pied dans cette famille de Bourges. Mais bon, d'après ce que disent les amis, dès que le père avait tourné le dos, le gentil petit toutou reprenait son vrai visage. Hein. C'était à qui disent qu'il devenait carrément le chef de famille. Hein. Il raconte notamment des scènes qu'il entendait gérer les 2 petites sœurs de Vinciane, Laurence et Vanessa, qu'il leur fixait carrément des horaires pour rentrer à la maison, qu'il avait un avis sur leurs petits copains et sur leurs amis, quoi. Sur ce qu'elles faisaient, sur ce qu'elles faisaient pas et tout ça. Donc le gars est devenu un tyran domestique, et ça sans que les parents s'en aperçoivent, puisqu'il faisait tout ça dès qu'ils avaient le dos tourné. Et quand les parents revenaient, les amis racontent qu'ils redevenaient doux comme un agneau. Et il n'y a pas que ça. Vanessa, l'une des cadettes, a raconté à l'époque à l'une de ses amies qu'un jour, elle sort de la salle de bain en peignoir, que Rémi est là dans le couloir, et qu'elle sent son regard qui la balaye de haut en bas. L'un de ces regards qui ne trompent pas, du genre « t'es bonasse, toi ». Un truc malsain, quoi. Il n'y a pas que ça. Il voulait tellement contrôler la vie de Vinciane qu'il a carrément commencé à s'immiscer dans son loisir principal, sa grande passion, qui est l'équitation. Bon, parce qu'au karaté, c'était lui le maître. Mais l'équitation, il y connaissait rien. Mais il trouvait qu'elle passait trop de temps au centre équestre, il l'accusait d'avoir des amants là-bas, et donc il s'est mis à aller à ses entraînements pour la surveiller, quoi. Et elle supportait plus ça. Du coup, pour l'emmerder, elle s'est mise à faire du cheval tous les jours, quoi. Juste pour le faire suer, quoi. Un peu pour marquer son territoire, vous voyez. Il était tellement possessif.
Et les amis de Vinciane racontent une autre histoire qui nous rapproche lentement de ce quadruple meurtre. Elle leur a raconté qu'elle avait trouvé un revolver au-dessus de son armoire dans sa chambre. Et nous, on lui a dit, va le jeter dans la Meuse, Vinciane. Et elle nous a répondu, t'es folle, il va me tuer si je fais ça. Avec du recul, elle avait compris qu'il voulait la tuer. Et nous, on lui a dit à l'époque, parle-en à ton père, quoi. Elle a répondu non, il faut pas en parler à papa. Et donc le pistolet est resté sur l'armoire, et personne n'a rien dit. D'autant que Rémi pratiquait le tir sportif, et donc Vinciane et ses sœurs se sont auto-convaincus, quoi, je pense, qu'il n'y avait pas de risque. Et que c'était normal que cette arme soit là. C'est fou, quoi. Quand on sait ce qui s'est passé après, c'est fou. Mais alors, pourquoi a-t-il tué la mère et les deux sœurs à ce moment-là? Les amis racontent que Vinciane, qui venait d'avoir son diplôme d'infirmière, n'en pouvait plus et qu'elle avait décidé de rompre. C'est donc ça le déclencheur du crime. Sans compter qu'il s'est mis à la soupçonner de fricoter avec les médecins de l'hôpital. Toujours cette jalousie maladive. Mais à votre connaissance, elle avait quelqu'un d'autre? À l'hôpital, par exemple? Non. Non, pas à l'hôpital. Mais bon, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle avait des vues sur un mec du centre équestre. Mais rien de concret, hein. Mais c'est pour ça que, quelques semaines avant les meurtres, elle a voulu mettre Rémi dehors. Elle lui a dit de partir, qu'elle voulait plus de lui, que c'était fini. Et elle lui avait fixé un ultimatum pour quitter la maison. Ah bon? Et c'était quel jour, ça? Eh c'était le 7 juillet. Le jour où il les a tués. Et depuis, Rémi est introuvable. Ça fait 5 jours qu'on le cherche partout, il a disparu. À ce stade, le mandat d'arrêt international lancé par la police belge n'a strictement rien donné. Mais la presse belge parle maintenant du quadruple meurtre. Et elle vient de publier la photo de Rémi Lecrenier en écrivant qu'il était soupçonné et recherché. Et dans un camping de Ramatuelle, dans le sud de la France, une jeune Belge qui s'appelle Wendy vient de lire l'article dans le journal. Hé papa, regarde la photo là. Le garçon qui cherche là pour les 4 meurtres de Wans. Regarde bien, ça te dit pas quelque chose? On dirait le mec de l'emplacement à côté que j'ai aidé à monter sa tente hier soir, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, c'est lui. Ok, on prévient les gendarmes. Et les gendarmes décident de faire appel à leur unité d'élite, le GIGN. Ils se déguisent en vacanciers, tongs et short à fleurs, et ils se mettent à planquer dans le camping et aux alentours. Et le 12 juillet, en début d'après-midi, ils repèrent le blondinet en train de faire bronzette sur la plage de Pamplonne. Appel à toutes les unités. On n'intervient pas sur la plage. Trop risqué, hein, il est sans doute armé. Donc on n'intervient pas, hein, mais on ne lâche pas des yeux. À un moment donné, il se lève, il rentre dans le camping, il passe par la piscine pour se dessaler, il sort de la piscine, et là, badaboum, les gendarmes lui sautent dessus. Interrogé dans la foulée à la gendarmerie, il assume. Ouais, j'ai tué 4 personnes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Eh bien, par exemple, comment ça s'est passé? Hein? On vous écoute. Il raconte que le matin du 7 juillet, Geneviève, la mère, et Vinciane sont partis travailler tôt, vers 7 heures du matin. Il dit qu'il a tué Laurence la première. Moi, c'était un accident, en fait, quoi. Je voulais me suicider, et Laurence, elle a voulu m'en empêcher. Le premier coup de feu est parti accidentellement, je vous le jure. Hein. Après, je reconnais que c'est moi qui ai tiré la deuxième fois. Ça ne tient pas debout.
L'autopsie a révélé que Laurence a été violée par sodomie avant d'être tuée. Il raconte qu'ensuite, Vanessa est sortie de la douche en entendant les coups de feu. Et qu'à ce moment-là, il l'a battue. Et après, je suis parti. D'abord, je suis allé chez ma mère. Et après, je suis allé à la banque parce que je savais que j'allais avoir besoin d'argent pour me cacher, quoi. Il dit qu'ensuite, il est allé s'acheter une pizza, qu'il a loué des cassettes vidéo et qu'il est rentré chez les telliers. Ensuite, il est ressorti. Il est allé dans une armurerie acheter une arbalète et un couteau de chasse. Et il est revenu chez les telliers pour mater la vidéo qu'il avait louée. Vous noterez le décalage total avec le double meurtre qu'il a commis quelques heures plus tôt. Et quand la mère est rentrée du travail à 15h30, il l'a tuée à son tour. Ensuite, il est allé chercher Vinciane au centre équestre. Il l'a ramenée chez elle. Là, il prétend qu'ils ont fait l'amour, qu'il avait posé son Colt 45 sur la table de nuit, et qu'à un moment, en pleine partie de jambes en l'air, elle aurait voulu lui piquer l'arme. Et que là, il lui a tiré 2 balles. Et qu'après, il lui a tiré une flèche d'arbalète dans le dos. Rémi Lecronier est extradé en Belgique quelques jours plus tard. Son procès s'ouvre en décembre 1999 devant la cour d'assises de Liège. Il est poursuivi pour 4 meurtres et les viols de Laurence et de Vinciane. Quand il entre dans le box, ça se confirme. C'est un beau gosse, genre blond surfeur, vous voyez, mais avec un regard noir. Philippe Tellier est là, bien sûr. Mettez-vous à la place de ce père qui a perdu sa femme et ses 3 filles. Il dit souvent qu'il préférerait être mort lui aussi. En face, Lecronier plaide coupable. Ça, il ne se cache pas derrière son petit doigt. Ouais, je les ai tués. Mais c'était, un accès de folie. J'étais plus moi-même. En tout cas, j'avais pas prévu de les tuer. Ça, c'est certain. Et là, l'avocat de la famille Tellier se lève. Mais enfin, un coup de folie, monsieur, ne peut pas durer 12 heures. Sans compter que les experts en balistique affirment qu'aucun des coups de feu n'était accidentel. Pendant toute la semaine que dure le procès, Lecronier ne montre aucune émotion. À la fin, il a tout juste quelques mots pour Philippe Tellier. Je sais bien que ce que j'ai fait est impardonnable. Je saurais jamais réparer, ni les faire revenir. Je regrette, sincèrement. Ça ressemble un peu à un discours dicté par ses avocats. Finalement, après 3 heures de délibéré, Rémi Lecronier est reconnu coupable du quadruple homicide avec préméditation. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et des applaudissements retentissent dans la salle à l'annonce du verdict. Depuis, toutes ces demandes de libération conditionnelle ont été refusées, car un rapport psychiatrique rédigé par 3 experts évalue à 23% les chances qu'il commette un acte violent dans les 7 premières années qui pourraient suivre sa libération. Voilà pour cette histoire. Laurence Waters, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Je crois que Rémi Lecronier, ayant effectué aujourd'hui la très grande majorité de sa peine, a déposé plusieurs demandes de libération conditionnelle. On en est où? Oui, tout à fait. Il a pu l'obtenir. Après 19 ans de détention, il a pu quitter la prison en 2016. Alors, cela par étapes, puisqu'il s'agissait de quitter la prison pour être détenu sous bracelet électronique chez lui. Donc, c'est possible chez nous et c'est une première étape
avant d'autres vers une libération complète. Et donc ça a été c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler en 2016, puisque la population était fortement marquée par ces faits. On en a beaucoup parlé à chaque fois dans les médias. Oui, tout à fait. Oui. On avait tous les ingrédients pour passionner la population et pour choquer la population. On a là une famille modèle, une famille nombreuse. C'est l'image du bonheur, on prépare les vacances et puis on tombe dans le plus sombre du sombre avec un basculement qui intervient très très rapidement. Un mot quand même sur le rapport de ces psychiatres, puisqu'ils sont plusieurs, qui évaluent le risque de récidive à 23% dans les 7 années qui suivent la libération. C'est quand même très échange parce que au pourcentage près, sachant que la psychiatrie est une science très molle, c'est assez gonflé quand même. Oui, c'est particulier. On a souvent ce type d'échelle. Maintenant, ça permet aux juges de prendre une décision, mais ce n'est pas la seule. Dans une libération conditionnelle, on va d'abord autoriser quelques sorties aux détenus. C'est quelques heures. Ça a été le cas, tout à fait. Il y a eu 4 autorisations de sortie en 2015. À ce moment-là, c'était pour, je pense, des séances chez le psy. Voilà, en général, c'est juste pour un rendez-vous chez le psy ou c'est pour visiter un endroit où on pourra suivre une formation ou des choses comme ça. Ensuite, il y a les congés pénitentiaires de 36 heures. Et puis alors, le service psychosocial de la prison rédige un rapport pour le tribunal d'application des peines, qui est le tribunal qui va se pencher sur la demande de libération. Alors la demande peut être faite plusieurs fois, puisque le détenu peut changer, son plan de réinsertion peut s'affiner, il peut évoluer. Là, il s'agissait de quelqu'un qui avait 28 ans, il est sorti 19 ans plus tard, du chemin avait été fait. En tous les cas, c'est ce qu'ont pensé ceux qui ont décidé de lui accorder cette libération. Il y a eu une grosse mobilisation des avocats de Philippe Tellier ou de Philippe Tellier lui-même au moment de cette libération, à votre connaissance? C'est-à-dire que le pauvre homme, Philippe Tellier, a été vraiment, il le disait lui-même, condamné réellement, lui, à perpétuité, parce qu'il avait une fille aînée d'un autre mariage, et il a donc dû vivre cet enfer sans pouvoir y mettre un terme lui-même. C'est comme ça qu'il le verbalisait. C'est-à-dire il n'a pas pu se suicider. Ouais. Il ne pouvait pas se suicider parce qu'il avait cette première fille qu'il ne pouvait pas lâcher. Il est décédé en 2013 d'un cancer, alors que Rémy Lecronier avait déjà introduit plusieurs demandes de libération qu'il avait fait fortement souffrir. Il s'en était plaint, et c'est vrai que la presse a pas mal suivi ces demandes, suivies de refus. C'est 3 ans après la mort du papa que Rémy Lecronier a pu sortir avec une série de conditions, et notamment de ne pas pouvoir s'approcher de 2 zones en Belgique où vivaient encore des proches des personnes de la famille Tellier. Je me doute évidemment que cette affaire a été très célèbre chez vous. Moi, j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler, mais quand même un quadruple meurtre commis sur une même famille, c'est extrêmement rare. Très très rare. Oui, c'est très rare qu'on voit plusieurs membres d'une famille comme ça impactés. Nous avons eu une histoire. Enfin voilà, on a eu un triple meurtre il y a quelques années, à une 40aine de kilomètres de là, qui avait fortement choqué les esprits aussi. Et qui avait décimé, on avait décimé une famille. C'est rare que ça se passe comme ça, et évidemment, les personnes sont, on est très marqués par ce genre de fait. Le côté beau gosse a dû jouer aussi, parce que je suis allé regarder des images d'époque de Rémy Lecronier. Alors, on se fait toujours une idée de ce que doit être un tueur en série, pour le coup. Il a une tête de surfeur. Oui, maintenant, les tueurs en série, enfin les personnes qui tuent à plusieurs reprises, ici je ne sais pas si on peut dire en série, puisque c'est dans un même tempo, ils ne le portent pas sur le visage. On voit aux assises des gens qui ont l'air de tout sauf d'assassins. Mais lui, en l'occurrence, c'était beau gosse, quoi. Hein, donc, et lui, c'était le beau gosse. Et visiblement, ça a bien fonctionné. Oui, et puis ce qui est marquant aussi, c'est cette histoire qui démarre quand la gamine a 15 ans, ce qui est déjà une infraction. La gamine a 15 ans, on ne peut pas avoir de relation avec une jeune fille de moins de 16 ans quand on est majeur.
Et donc, c'était déjà mal parti à la base et c'était déjà étrange. Il y avait déjà une emprise de cette différence d'âge qui était là. Et c'est ce qui avait, d'ailleurs, au départ, fait naître beaucoup d'appréhension du côté du papa Tellier. On s'est posé la question de savoir si Rémy Lecrenier n'avait pas choisi son moment, choisi le moment où le papa était en Espagne pour tuer toute la famille afin de condamner réellement ce papa à perpétuité. Voilà, afin qu'il ne soit pas présent. Alors, vous disiez à l'instant, et c'est pas faux, que ça n'est pas un tueur en série dans la mesure où les crimes sont commis dans le même tempo et pas dans une période, les crimes ne sont pas séparés les uns des autres, mais enfin tout de même il y a quelque chose qui est très caractéristique du tueur en série, c'est la signature du crime sur le pied de sa petite amie Vinciane, ce message sidérant signé par lui-même. Ça, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est assez caractéristique des grands psychopathes. C'est une vraie mise en scène. Ouais. C'est une vraie mise en scène. Et alors, l'arbalète, la flèche qui vient dans le cœur de la victime, le message qui est adressé visiblement au père. Et donc, c'est pour ça que je dis, on a pensé un moment, et c'est bien possible, qu'il a pu choisir le moment des faits en fonction du fait que le papa n'était pas là. Et donc, le message qu'il adresse sur le pied de la victime principale, enfin de celle qu'il aimait, entre guillemets, le aimait, et le message qu'il laisse en bas, je pense que c'est au rez-de-chaussée, il laisse un message sur un tableau en disant elle m'a rendu fou, donc ce n'est même pas lui le coupable, donc dans son analyse, mais cette signature-là, on en retrouve quelques-uns comme ça, des signatures, et c'est vrai que c'est fait avec une certaine froideur toute la journée, et c'est ça aussi qui rend ce quadruple assassinat encore plus frappant, c'est qu'il y a cette attente. On va tuer 2 jeunes femmes, on va aller se balader, on va manger une pizza, on va aller se promener, et puis on va attendre. Et donc on sait que la victime suivante est là, elle est en vie, ses 2 filles sont décédées, elle va rentrer pour passer le fameux coup de fil à son mari en Espagne, et donc il y a une attente. L'avocat des parties civiles disait on ne peut pas être sous l'emprise de la folie pendant 12 heures, avec la force irrésistible. C'est vrai qu'ici il y a cette froideur de l'attente entre les 3 scènes. La cassette vidéo, l'achat de l'arbalète, il rentre, il tue la mère, il va chercher Vinciane au centre équestre, il prétend qu'il fait l'amour avec elle, et puis il la tue d'abord par balle, et il double d'une flèche d'arbalète. Là, il y a un enchaînement absolument incroyable, quoi. Ah oui, là, c'est glaçant, en fait, c'est glaçant. Et c'est vrai que c'est tellement glaçant que ça a choqué au moment de la libération conditionnelle. Maintenant, en Belgique, on a été également choqué par la libération conditionnelle de Michel Martin, la compagne de l'ex-épouse de Marc Dutroux, qui a été libérée en conditionnel après 16 ans de prison. Voilà, et ce sont des événements choquants, et il y a chaque fois tout un débat autour de la libération conditionnelle après. Maintenant, les gens peuvent changer en prison et donc ne donner aucun espoir de libération. On est d'accord, cher consort, on est d'accord, c'est compliqué à expliquer, mais on est d'accord. L'idée que une partie du problème que Rémy Lecrenier, avec la famille Tellier, tenait au fait qu'il aurait voulu devenir pleinement membre de cette famille et qu'au fond, Vinciane menaçait en permanence de l'expulser, au fond, qu'il était plus attaché à la famille qu'à Vinciane, elle vous intéresse ? Disons qu'il y avait c'est un peu le frimeur, c'est le gros sportif, c'est le beau gosse, effectivement, il était pourgâté par son grand-père qui lui offre sa voiture, la Golf, pour aller faire des dérapages. Et donc là, on était dans une petite villa, dans une commune assez agréable, à Bazoa. Il accède à un niveau social qui l'intéresse, et donc il y a tout ce paraître. Et peut-être que ça a joué. C'était sa compagne qui le mettait dehors, c'était la fin de ce tableau dans lequel il se voyait très bien. Merci infiniment, Laurence Wauters, du journal Le Soir en Belgique, d'avoir accepté ce débrief avec nous.